Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé ce vendredi 23 juillet? La réponse dans ce journal. Pour contrer la progression du variant Delta, de nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées hier sur notre antenne. Le port du masque à nouveau obligatoire à l'extérieur et entre autres le pass sanitaire pour les Azuréens et les Italiens dans les restaurants et les bars. Nous y reviendrons dans quelques instants et nous vous demanderons ce que vous en pensez. Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo vient d'avoir lieu, suite de notre série de portraits d'athlètes participant à ces JO, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la jeune sprinteuse Charlotte Afriya. La 17e édition du Mondial du théâtre de Monaco se déroulera mi-août. Nous serons avec Pierre Célario pour présenter cet événement qui se déroule tous les 4 ans et qui a vu le jour en 1957. La Principauté sera le point de départ du prochain rallye Monte-Carlo du 20 au 23 janvier 2022. Christian Tornador nous dévoilera le parcours complet de cette étape mythique du WRC qui se déroulera entièrement aux abords de Monaco. Et enfin, José Sacré reviendra dans son reportage sur le concert de ce jeudi des Sœurs Labec, un concert qui s'est déroulé dans la cour d'honneur du Palais Princier. Mais avant cela, je vous l'ai dit, de nouvelles mesures ont été annoncées hier par le gouvernement concernant la crise sanitaire, notamment le port du masque obligatoire à l'extérieur. Archibald Sandretto est allé à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensez. Nous travaillons sur le marché, on a toujours porté le masque. Après, c'est vrai que dans la ville, à l'extérieur, ils ont laissé un peu enlever les masques aux personnes, mais je trouve que c'est bien vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et nous, comme on est habitués, ça ne nous change pas trop nos habitudes. Je trouve que le masque à l'intérieur est très important. À l'extérieur, on marche, on ne parle pas forcément aux gens, donc je ne trouve pas ça forcément très utile. Mais il fait déjà très chaud, donc le masque, c'est très pénible déjà comme ça. Donc, le masque et la chaleur en tant que touriste, c'est pénible, effectivement. Je pense que de mettre le masque obligatoire à l'extérieur, c'est une petite mesure à faire pour lutter contre la vague des nouveaux cas. Ici, ça va encore. Hein. Vous avez un masque, oui, c'est obligatoire. Aucun problème avec ça. C'est très important pour tout le monde. Je pense que c'était à prévoir et que c'est pas plus mal. On a une remontée des cas et pas mal de touristes qui reviennent. Donc c'est de la responsabilité collective. Voilà. Je suis pour en tout cas. Ça dépend un peu de la responsabilité de chacun. Il faut savoir prendre des décisions pour pouvoir revivre normalement. Revivre normalement, voilà pour les réactions. Concernant ces nouvelles mesures sanitaires pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, nous vous rappelons les grandes lignes de ce nouveau dispositif. Avec vous, Julia Vial, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, des nouvelles mesures, Fabien, qui seront donc pour certaines applicables dès demain, avec notamment le port du masque désormais obligatoire en extérieur dans la Principauté. Seules exceptions au port du masque, les enfants de moins de 5 ans et la zone des plages. Les résidents des Alpes-Maritimes et de la province d'Imperia, qui étaient eux dispensés de passe sanitaire, devront aussi dès demain le présenter pour accéder aux bars et aux restaurants de la Principauté. Et parmi les autres mesures, Julia ? À savoir, Fabien, que les tests PCR réalisés sans prescription médicale ne seront plus remboursés à compter du 15 août prochain. Toutefois, le Centre national de dépistage continuera à tester gratuitement les résidents sans ordonnance. Pour finir, si vous vous êtes déplacé en dehors de la Principauté, il est fortement conseillé par le gouvernement de vous faire tester à votre retour sur le Rocher. Merci, on vous retrouve dans quelques instants. C'est une des actualités internationales de ce vendredi. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo vient d'avoir lieu. Une délégation monégasque est sur place, une équipe de Monaco Info aussi. Nous vous ferons vivre au plus près ces Jeux, à commencer par l'aviron avec Quentin Antonielli, un des deux porte-drapeaux avec Xiao Xinjiang. La compétition a déjà débuté pour Quentin ce vendredi matin. Il a terminé sa série à la 4e place et sera donc en repêchage ce samedi. Nous y reviendrons. En attendant, depuis le début de la semaine, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec les 6 athlètes monégasques qui représenteront la Principauté. Aujourd'hui, rencontre avec la pétillante sprinteuse Charlotte Afriya. Son portrait est signé Émilie Rousseau et Thomas Deus. Je suis Charlotte Afriya, j'ai 18 ans et je vais participer aux Jeux Olympiques sur 100 mètres en athlétisme. À seulement 18 ans, elle s'apprête à prendre la relève de l'athlétisme monégasque. La sprinteuse Charlotte Afriya touche du doigt son rêve de prendre part à des Jeux Olympiques. Objectif atteint pour cette acharnée de travail et qui a appris début juillet sa sélection pour Tokyo.
J'étais toute excitée, déjà je ne m'y attendais pas parce que c'était compliqué. C'est une année compliquée, je me suis blessée et tout ça, puis j'avais mes études donc c'était compliqué. Mais puis j'ai réussi à faire mon record personnel il y a 3 semaines, donc ça c'était vraiment le Graal. Et puis grâce à ça du coup qui m'a permis de pouvoir avoir mon ticket pour les Jeux Olympiques. Ce record personnel en 12,27 établi lors des championnats de Ligue PACA à Avignon mi-juin lui a ouvert les portes de la plus belle des compétitions, une confirmation pour la Monégasque qui avait pris part aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. Pour préparer l'échéance Tokyo, Charlotte a participé aux championnats de France et d'Europe junior, 2 rendez-vous pour pouvoir représenter au mieux les couleurs rouges et blanches. Là, clairement, ça sera prendre le maximum de plaisir, prendre de l'expérience et donner le meilleur, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est clairement une récompense de tous ces efforts accomplis depuis ces années. Et puis dans les années compliquées de Covid, l'année et demie qu'on vient de passer, elle a travaillé fort, dur pour revenir en forme au bon moment. Les anneaux olympiques vissés autour du cou, la Monégasque affiche ses ambitions. Elle entrera en compétition le vendredi 30 juillet sur la piste du Stade olympique. Voilà pour le portrait de Charlotte Afriya. Demain, suite et fin de notre série de portraits avec le nageur Théo Duhaene. Et si l'on parlait de théâtre avec notre prochain invité, Pierre Célario, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint du comité d'organisation du Mondial du théâtre de Monaco qui va se dérouler du 17 au 22 août. Qu'est-ce que le Mondial du théâtre? Que va-t-on pouvoir vivre? Le Mondial du théâtre, c'est un festival de théâtre qui accueille en Principauté de Monaco pendant 7 jours des troupes qui viennent du monde entier pour montrer leur art, pour montrer ce qu'elles savent faire sur scène ici en Principauté de Monaco. Et Monaco et le Mondial du théâtre, c'est une vieille histoire qui date de 1957, je crois. Effectivement, c'est une très vieille histoire puisque la première édition, le premier festival a eu lieu en 1957. C'était presque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et le studio de Monaco, la troupe de théâtre monégasque, à cette époque-là, les gens qui dirigeaient le studio ont eu l'idée d'inviter à Monaco des troupes venues du monde entier. À l'époque, ils étaient 11 troupes qui sont venues et depuis 1957, tous les 4 ans, le studio de Monaco renouvelle son invitation d'inviter ces troupes du monde entier, des 5 continents, ici en Principauté de Monaco. Alors quand on parle de théâtre, c'est assez vague, il y a le vaudeville, la commedia dell'arte, du théâtre intimiste, du dramatique et j'en passe. Là, qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir? Quel style de théâtre vous allez proposer? Eh bien, c'est ce qui fait la caractéristique du mondial, comme son nom l'indique, c'est que vous avez toutes les cultures théâtrales du monde qui sont représentées, puisque nous essayons d'avoir des troupes qui viennent des 5 continents. Alors c'est vrai que cette année, en raison de la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué, mais au départ, nous avons des troupes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Europe. On devait avoir des troupes d'Asie, mais malheureusement, en raison de la pandémie, elles ont dû annuler. Et donc, le théâtre tel que nous le connaissons, nous, ici en Europe, ce n'est pas le même genre, le même style de théâtre qu'on peut rencontrer dans ces autres pays. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du mondial, c'est de venir voir ici en Principauté tous les styles de théâtre que l'on peut croiser dans le monde. Et c'est une compétition ou c'est juste pour se confronter comme ça sur scène? Alors il n'y a pas de compétition parce qu'il est quand même assez difficile. Si je prends l'exemple du théâtre tel qu'on a nous l'habitude en France, du théâtre plutôt classique, du style Molière ou du style Feydeau, vous avez parlé des vaudevilles, mais si je compare ça avec le théâtre No japonais, avec la comédie musicale américaine, avec le théâtre social tel qu'on peut le voir en Afrique, c'est très difficile de comparer. Donc il n'y a pas de compétition, il y a juste une confrontation. Ces 15 troupes vont venir nous montrer ce qu'elles savent faire de mieux. Et un mot sur la qualité justement de ces 15 troupes? Oui, tout à fait, puisque nous demandons à chaque pays, puisqu'il y a une troupe par pays, nous demandons des garanties de qualité, puisque les pays qui envoient ces troupes, les organisations du théâtre dans ces pays-là, nous prouvent que ces troupes sont d'une grande qualité parce qu'elles ont remporté des concours, des prix dans leur pays, et le comité de sélection, qui est composé par moitié des gens du Monaco et par moitié des gens de l'Association internationale du théâtre amateur. Il y aurait une troupe monégasque ou pas?
Non, il n'y a pas de troupe monégasque cette année au Mondial du Théâtre parce que nous sommes trop occupés à organiser cette manifestation, puisqu'il faut bien entendu loger les troupes, les nourrir, etc., etc. Donc il y a près de 150 bénévoles et nous n'avons pas le temps de jouer. C'est une manifestation qui va se dérouler donc du 17 au 22 août. On voit que la crise sanitaire est loin d'être stoppée. On navigue un peu à vue. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Il va y avoir des contraintes sanitaires, je suppose ? Notre première préoccupation, bien entendu, c'est la sécurité de tous. Et évidemment, nous respectons dès aujourd'hui et nous respecterons bien entendu les conditions sanitaires. Et nous espérons que malgré ces conditions sanitaires qui sont très contraignantes, eh bien, le festival, cette rencontre, ces échanges puissent avoir lieu, comme vous l'avez dit, du 17 au 22 août prochain. Comment allez-vous gérer en interne les 15 troupes qui vont venir d'un point de vue sanitaire pour leur arrivée sur place? Comment ça va se gérer tout ça? Chaque troupe a une hôtesse, c'est-à-dire un guide qui va les accueillir à l'aéroport lorsqu'elles viennent en avion ici à Nice et les véhiculer sur la principauté pour tout ce qui est logement, nourriture et bien entendu, nous demandons aux troupes d'être soit vaccinées, soit avoir des tests PCR de moins de 48 ou 72 heures selon la législation en vigueur. Ça pour toutes les troupes. Malheureusement, nous avons encore eu cette semaine une défection de troupes, une troupe qui devait venir du Royaume-Uni, malheureusement qui a dû annuler en raison des conditions sanitaires. Mais toutes celles qui viendront respecteront les conditions sanitaires en vigueur. C'est important que cette 17e édition ait bien lieu, c'est pour montrer que la vie reprend son cours en quelque sorte? Oh oui, c'est très important, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'en raison de la pandémie, on a tendance à s'isoler, on parle de distanciation, on parle de couvre-feu, on parle de rester chez soi. Une manifestation comme ça et le théâtre vivant, c'est de créer du lien, de créer et de remettre au goût ce qui nous a tant manqué, ce spectacle vivant et ce besoin que l'on a de se rencontrer et d'échanger. Et grâce au théâtre, grâce au Mondial du Théâtre, nous allons avoir ici en Principauté des gens qui viennent du monde entier nous faire partager leur passion qu'est le théâtre. Bien, dernière question justement, je suis intéressé par le Mondial du Théâtre. Comment puis-je assister à ces représentations? C'est gratuit, c'est payant, que faut-il faire? C'est très simple, c'est gratuit, il suffit de se rendre sur le site internet Mondial du Théâtre, il y a tout un programme du 17 au 22 août, il suffit de cliquer pour réserver sa place, ça se fait par internet, aucun contact et c'est gratuit. Pierre Cellario, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonsoir. On vous retrouve Julia Vial pour la suite de l'actualité en bref. Et on démarre ce tour d'horizon de l'actualité, Fabien, avec une exposition du célèbre photographe Charles Bébert. Pendant tout l'été, en plein cœur de Nice, à la galerie du musée de la photo, vous pourrez retrouver le visage des plus grandes stars françaises. Charles Bébert, photographe de presse haut en couleur, a immortalisé pendant plus de 60 ans toutes les célébrités de passage sur la Côte d'Azur et tous les grands événements à Monaco. Le prince Albert II et la princesse Caroline font d'ailleurs partie des stars de l'exposition. Et pour les grands passionnés de cinéma, 40 grands formats de Jean-Paul Belmondo sont affichés, symbole de l'amitié entre l'acteur et le photographe. Julia, ça bouge du côté de l'effectif de la Rocca Team. Le départ d'un pivot, oui, mais d'abord une prolongation avec Rob Gray qui rempile pour 2 saisons avec Monaco. L'arrière américain, arrivé en 2020, jouera donc l'Euroleague avec la Rocca Team. Razid Malbazic quitte lui la Jeep Elite. Du haut de ses 2,10 m, il aura rendu service à la Rocca Team pour la fin du championnat 2021. Arrivé en juin dernier pour pallier la blessure de Will Yegete. Le joueur de nationalité autrichienne s'est montré comme un pivot complet et élégant. À 30 ans, il s'est engagé du côté du championnat espagnol. Bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Pour finir ce tour de l'actualité, vous avez un rendez-vous à nous donner. Rendez-vous jeudi prochain, Fabien, le 29 juillet à 8h30 au Café de Paris. La Jeune Chambre économique de Monaco organise un petit déjeuner autour d'une conférence sur les services accessibles par l'identité numérique. Et concrètement, qu'est-ce que l'identité numérique ? Alors Fabien, l'identité numérique, c'est toutes les traces numériques qu'une personne ou qu'une collectivité laisse sur Internet. En fait, c'est l'ensemble des photos, des vidéos, des profils ou encore des commentaires. Cette identité a donc une influence sur la e-réputation, c'est-à-dire sur la façon dont les internautes perçoivent une personne ou une entreprise.
En résumé, l'identité numérique est l'image que vous renvoyez sur Internet, votre image virtuelle. Je vais d'ailleurs aller tout vérifier sur vous, Fabien, après ce journal, je pense. Oula, je vous le déconseille, vous seriez surprise. Merci Julia. C'est tout chaud, ça vient de tomber. Nous connaissons désormais le parcours du prochain Rallye Monte-Carlo. Pour nous en parler, le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator, bonsoir. Bonsoir Fabien. Quelles seront les dates et quel sera le parcours de ce prochain rallye ? Alors les dates sportives s'étalent du 20 au 23 janvier prochain et l'itinéraire se répartit sur 4 jours avec une première étape au départ de Monaco, dans l'arrière-pays niçois, avec 2 épreuves spéciales qui sont l'Ulceram Lantosque et la Bolène Vésubie-Moulinet, c'est-à-dire des spéciales traditionnelles. Le lendemain, nous restons dans les Alpes-Maritimes pour faire 2 fois 3 épreuves spéciales. Saint-Sauveur sur Tineboy, c'est devenu Roure-Beuil, on part un petit peu plus haut. Après Pierre-la-Silence, comme je le disais, depuis la route d'accès à Valbert. Et ensuite, la Tour sur Tinée, Saint-Jean-la-Rivière, dont beaucoup se souviennent en 2006 et qui avait été même annulée d'ailleurs. Le lendemain, nous montons dans les Alpes de Haute-Provence, où nous allons faire une spéciale au niveau de le Fugeret. Puis nous allons sur Digne-les-Bains, où nous avons un parc de regroupement et de changement de pneumatiques. Et on va faire Saint-Jeannet-Maligé. Et ensuite, on va faire 2 fois aussi Saint-Génier-Thouars. Saint-Génier-Thouars, c'est une partie raccourcie de Sisteron-Thouars. Le lendemain, on est toujours sur Monaco et on va faire 2 épreuves qui sont Col Saint-Raphaël, mais que l'on appelle La Penne, puisqu'on est sur le territoire de la commune de La Penne, direction Collonges. Et puis ensuite, Briançonnet-Entrevaux, qui était la Power Stage de l'année dernière. Donc ces 2 épreuves à faire 2 fois le dimanche matin. Ce qu'il faut dire, c'est que tout, et c'était peut-être votre question suivante, tout se passe sur Monaco. Tout se passe sur Monaco. Mais c'était important justement d'organiser comme ça ces épreuves vraiment proches de Monaco. Si on veut rentrer tous les jours et sortir de Monaco tous les jours, il ne faut pas qu'on soit trop loin. Alors vous voyez, on monte déjà jusqu'à Sisteron, ce qui est déjà un exploit, en faisant une sorte d'étape intermédiaire à Digne-les-Bains, mais à chaque fois, on sort de Monaco et on rentre à Monaco, puisque le parc d'assistance sera en totalité autour du port de Monaco, parc fermé sur la digue Régnier 3, la digue que l'on connaît, qui accueille habituellement les croisières. C'était important qu'on puisse aller et venir, mais je dirais que c'est surtout pour démontrer que le Rallye Monte-Carlo, c'est quelque chose d'énorme à mettre en place, puisque les premières structures seront montées à partir du vendredi précédent, c'est-à-dire 5 jours avant le départ officiel de l'épreuve. Et il faudra encore 2 jours pour les démonter. Ça veut dire pratiquement 2 semaines d'occupation de la zone. Les résidents de la Principauté ont perdu l'habitude et n'ont jamais connu en fait ce type d'installation que les gars pensés connaissent bien. Et je pense qu'ils vont être surpris. Pourquoi vous avez décidé justement que tout se déroulerait à Monaco ou autour de Monaco ? On s'est dit que pour fêter le 90e édition du Rallye Monte-Carlo, il fallait revenir sur Monaco. Alors peut-être qu'on ne reviendra qu'en 2022, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Est-ce qu'on aura suffisamment de place pour accueillir autant de concurrents que sur les épreuves précédentes? On n'en est pas encore certain. Donc il va falloir qu'on fasse une belle répartition des voitures de course et des assistances, en sachant que les professionnels engageront peut-être l'année prochaine 4 voitures par écurie. Vous êtes rodé maintenant, vous avez dompté la crise sanitaire en quelque sorte, entre le rallye Monte-Carlo 2021 qui s'est bien déroulé, les différentes compétitions en principauté, que ce soit le e-prix, le Grand Prix ou le Grand Prix historique. Vous êtes dans quel état d'esprit maintenant? Vous êtes plus serein? On est toujours optimiste, je dirais. On n'est jamais serein parce la preuve, il y a des rebondissements permanents depuis 1 an et demi, donc on s'attend à tout. Mais on est prêt à affronter les difficultés. Ce que l'on espère surtout, c'est que les spectateurs puissent revenir au bord des épreuves spéciales. C'était ma prochaine question. Vous imaginez ça avec du public ou ça risque d'être à huis clos? Non, on l'imagine vraiment avec du public. Et je pense que le public n'attend que ça. Christian Tornator, on le rappelle, le Rallye Monte-Carlo du 20 au 23 janvier 2022 et à Monaco, ou en tout cas à proximité. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien, bonsoir. Bonsoir. Le duo de pianistes le plus célèbre au monde, les inséparables Sœurs Labec. Elles ont retrouvé avec plaisir le public monégasque pour un concert au Palais avec une œuvre de Francis Poulenc qu'elles affectionnent particulièrement. Reportage de José Sacré, Lionel Bernardi et Clélia Renaud.
Jeudi 22 juillet au Palais Princier, 3e concert de la saison dans la cour d'honneur. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction du chef tchèque Tomáš Netopil, a interprété des œuvres de Smetana et de Poulenc, la suite Les Biches et le concerto numéro 2 pour 2 pianos avec en soliste Katia et Marielle Labec. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on le joue, c'est vraiment une fête. Enfin, j'ai toujours autant de bonheur à le jouer. Après tellement d'années, c'est extraordinaire. C'est un concerto qui est brillant, qui est dramatique, avec sa tonalité en ré mineur. Il y a beaucoup de tendresse aussi. On passe de Mozart à Stravinsky, et qui, de toute façon, c'est la musique de Poulenc, parce que c'est ça, en fait, la musique de Poulenc. Poulenc a réussi ça, c'est qu'il s'est créé son propre style à travers des citations de tous les compositeurs qu'il aimait. Donc effectivement, il y a une citation de Mozart dans le 2e mouvement, il y a Offenbach, il y a Ravel, il y a Debussy, ils sont tous présents. Et c'est quand même vraiment du Poulenc. Vous avez votre façon de jouer, vous arrivez ici avec un orchestre merveilleux, qu'on connaît bien. On a fait une grande tournée aux États-Unis avec eux il y a des années, avec Larry Foster. C'est un plaisir, et c'est un plaisir d'être là avec Tomáš, qui est un super chef d'orchestre. Tomáš Netopil. Oui, c'est toujours des belles retrouvailles. De belles retrouvailles au Palais Princier. Prochaine date dans la cour d'honneur le 29 juillet avec au programme du Mozart et du Mendelssohn. Les prévisions météo, quel temps va-t-il faire demain, Julia? Un temps plutôt nuageux, Fabien, pour ce début de week-end, mais pas de précipitations annoncées. La chaleur, elle, sera encore une fois au rendez-vous avec 28 degrés au plus haut de la journée. En plein soleil, le thermomètre pourra même grimper à plus de 34 degrés. Crème solaire recommandée donc. Et pour conclure avec la sainte du jour, ce samedi 24 juillet, nous fêterons les Christines. Sainte Christine, qui a vécu au 3e, 4e siècle. Elle a entre autres été torturée par son père. C'est une des saintes patronnes de la Sicile. Place aux photos du jour, prises par Manuel Vitali et consacrées à la rétrospective de l'œuvre du sculpteur et peintre Alberto Giacometti. Une exposition proposée par le Grimaldi Forum jusqu'au 29 août. Ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition, samedi 19h. Merci de votre fidélité et à demain.